Allo Afrique vous dit bonjour, bonsoir depuis le monde. Nous avons l'honneur aujourd'hui, 22 novembre 2025, de nous entretenir avec Sandra Jean-Gilles. Et autour d'une thématique qui intéresse en principe le grand public. Nous sommes tous concernés, enfants et garçons et filles des Madansara. Et nous connaissons tous toutes ce qu'on entend par pratique. Un tel c'est pratique moins, c'est pratique un tel. Et tel a le sujet d'intérêt de Dr Jean-Gilles. Elle a fait sa thèse sur cette thématique. Et comme nous l'avons fait déjà pour un certain nombre de participants à Allo Afrique, nous donnons la parole à différentes personnalités et ont travaillé sur des idées qui circulent dans le monde global, précisons sur les Caraïbes, l'Amérique globale, l'Europe, bien entendu le continent africain. Nous allons discuter avec elle autour de ses préoccupations, et bien entendu autour de deux articles précisément qu'elle a partagés avec moi dans le cadre de cette émission. Et pour moi, en tout cas, je vais quand même faire, elle a un PPT à partager, qu'elle partage déjà avec moi, c'est-à-dire un PowerPoint, et qui va nous servir de cadre et de présentation. Et puis ensuite, vous-même, comme toujours, vous allez être là pour discuter avec elle, poser des questions, bien entendu, et pour faciliter les échanges, comme vous le savez déjà, notre manière de procéder. Et peut-on dire bonjour, bonsoir? Bonjour Kessler. Je pense qu'on va aller sur Sandra, s'il vous plaît. Bon, Sandra, ça nous facilite la vie. Exactement. Et ça nous facilite la vie. Donc, s'agissant de l'économie informelle, autour d'un acteur principal, parlant de Madansara, et que je viens de lui dire que nous sommes bien entendu conscients de leur rôle dans l'économie nationale. Et qui est Sandra? Sandra Jean-Gilles est socio-économiste, criminologue, juriste international, spécialisé dans l'analyse des pratiques informelles, des rapports sociaux de genre et des trajectoires de mobilité sociale en contexte de vulnérabilité. Elle détient un doctorat en socio-économie du développement de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, obtenu en février 2025. Sa pensée examine le rôle des Madansara et du système pratique dans l'économie informelle haïtienne, utilisant une approche méthodologique mixte combinant socio-économie, genre et anthropologie économique. Et elle a un parcours qui peut plus, peu moins. Je ne vais pas, mentionner toute sa biographie ici, mais quand même, elle a sa maîtrise dans le champ du droit international. Et la question du genre l'intéresse en particulier. Et je sais que, par exemple, avec nous là présentement, nous avons au moins, je quitte Lène avec moi, qui est en train de faire une thèse sur notamment la problématique du genre, puis elle a sa manière d'aborder. Éventuellement, elle va nous préciser dans la participation. Mais la thématique que porte Sandra est transversale, bien entendu, à la question de genre. Et maintenant, nous allons aborder le sujet avec elle sur la question de l'économie informelle. Préparant l'émission, j'ai lu plus ou moins que cette économie est difficile à situer, à cibler, à nommer, et parce que d'un auteur à un autre, les définitions sont nombreuses. Bon, on peut pas, c'est difficile à définir, à cerner, et alors que elle a fait une thèse. Et merci Dr Jean-Gilles et bienvenue sur Allo Afrique et notre audience est là en train de vous écouter, de suivre. C'est certain qu'on va vous poser des questions après. Et pour l'instant, présentez-vous vous-même. D'accord, merci beaucoup Kessler. Comme vous dites, on reste sur Sandra. Voilà. Donc moi je pense que vous avez dit l'essentiel. Peut-être que ce que je voudrais de plus en plus, la façon dont j'aimerais être représentée de plus en plus, c'est vraiment comme enseignante, comme professeure d'université. Et j'essaie véritablement, comme vous dites aussi, d'installer une
une architecture de recherche sur l'économie informelle. Donc pour moi, je me considère comme spécialiste sur les questions de genre et un professeur d'université, une chercheuse de l'économie populaire et une activiste sociale, car de plus en plus aussi, je milite de manière active aussi au niveau de la société civile. Voilà. Donc je pense que si on me donne cette possibilité de nommer ces quelques caractéristiques, je pense que l'essentiel est dit. Merci. Super, merci beaucoup. Et vous êtes prête à discuter à présenter votre PPT, votre PowerPoint? Exactement. Super, je vais le faire. Ça va être un travail d'équipe. Oui, justement. On est dans la co-présentation. En ce qui me concerne, oui, je mets ça comme ça. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Là, maintenant, on va parler un petit peu. Voilà, vous voyez bien, c'est une présentation, mais j'ai essayé de la faire très sobre. Parce que pour moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir de discuter, de mettre un petit peu de côté le jargon scientifique et d'aller à l'essentiel. Donc, bienvenue dans cette présentation. Avant de commencer, je voulais poser une question à l'assistante. Est-ce que vous savez que 80% des emplois qui existent en Haïti, il existe en dehors du secteur formel? C'est sur cette réalité que nous allons c'est cette réalité que nous allons explorer ensemble. Donc, tout à l'heure, Kessler, vous avez parlé de l'économie, c'est une économie très insaisissable, très fluctuante, donc très riche, très dynamique. Donc, pour moi, je vais dire c'est une économie invisibilisée. Et la principale source de revenus aussi pour la majorité de nos compatriotes et de nos compatriotes. Et ça représente environ 55% de notre PIB national. Et comme vous voyez bien, le titre aussi le dit, les femmes jouent un rôle central. Environ 70% des femmes se retrouvent en situation d'employabilité dans le commerce informel. Donc, l'idée, au cœur de cette présentation, vous allez découvrir un petit peu le cœur de la thèse qui reste le système, les Madame Sarah et aussi leur système pratique, qui est un réseau de solidarité qui transforme, on va dire aussi, la mobilité sociale et aussi qui reconfigure les rapports de genre en Haïti. Au niveau de la problématique aussi, pour moi, c'est assez clair. Je me demandais, donc nous nous sommes demandé aussi, c'est comment le système pratique et les Madame Sarah sont restés debout malgré toute l'insécurité et toutes les crises économiques, sociales et politiques. Donc finalement, c'est une crise multidimensionnelle. Donc comment est-ce que les Madame Sarah ont réussi à résister aussi à cette configuration ici extrêmement difficile, fragile. Et on a vu à Port-au-Prince près de 70% des Haïtiens aussi, en fait 70% des emplois aussi pour la population haïtienne sont informels. Donc c'est dire l'importance de comprendre ces mécanismes, parce que là on ne parle pas de folklorisme économique, on est en plein dans une réalité structurelle. Donc, nous explorons la place des femmes, l'impact de la crise aussi et l'évolution rapide des marchés. Pour découvrir notre méthode, passons maintenant à la prochaine slide. Donc, je vais vous faire des petits coups. Non, pas de souci. Tranquillement, pour que vous soyez. Pas de souci. Je suis à votre disposition. C'est parfait. Donc, pour travailler sur cette thématique, nous avons utilisé 3 approches. Quand on dit approche aussi, c'est sur une base théorique. Donc, en termes théoriques et conceptuels, on a d'abord eu la mondialisation par le bas pour comprendre les échanges transnationaux, c'était important. Nous avons également utilisé l'économie néo-institutionnaliste pour analyser tout ce qui va être les règles informelles et l'économie politique féministe par rapport à tout ce qui va être les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi les rapports de pouvoir à l'intérieur même du système des Madame Sarah. Donc concrètement, nous avons réalisé 53 entretiens, nous avons interrogé plus de 74 Madame Sarah et nous avons passé plus de 70 heures sur le terrain au sein des marchés, donc d'où et aussi nous avons réalisé une analyse documentaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Kessler, donc c'est effectivement vrai, on a essayé véritablement d'aller au plus près de la littérature grise, mais la thèse est restée une thèse exploratoire. D'accord. On avance?
Oui, on avance aussi, et là, nous passons aussi en termes des Manassara. Les Manassara c'est qui finalement? Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question qui est claire, et alors, donc il y a quelques éléments, je vous le donne tout de suite aussi. Les Manassara, ce sont des femmes, mais il y a également aussi des hommes. Il faut faire attention, les Manassara, ce n'est pas dans le sens du genre, c'est vraiment le nom d'un oiseau migrateur coloré qu'on appelle les Manassara. À la plupart du temps, on me reproche de ne pas parler des hommes Sara. Je dis le Manassara, c'est un système, y compris, qui est majoritairement formé par des femmes, mais il y a des hommes aussi dans le système Manassara. Heureusement. Donc, ce sont des femmes, pour la plupart du temps, qui parcourent le pays, excusez-moi le nom qui relient les producteurs et les productrices aussi ruraux et aux marchés urbains. Elles sont marchandes, elles sont également logisticiennes, c'est-à-dire elles organisent tout le maillage territorial à travers le transport, et même elles sont banquières à leur manière, d'où l'existence du système pratique. Donc, dans notre enquête, 74 d'entre elles ont été interrogées et 100% nous ont confirmé être le pilier de l'économie informelle. Donc, du coup, je parle en leur nom, mais pas pour elles. Donc, en termes de typologie, donc il y en a plusieurs catégories. Certaines opèrent à la campagne, d'où l'appellation de Manassara rural, d'autres dans les villes, d'où l'appellation de Manassara urbaine, et certaines vont au-delà des frontières dans le commerce transnational, d'où l'appellation de Manassara internationale. Pour comprendre comment elles s'organisent, nous nous sommes intéressés à leur système. Et là, c'est ce qu'on va appeler le fameux système pratique. Et ça, maintenant, j'attire l'attention de notre auditoire aussi sur ça. Je pense que c'est vraiment là où j'ai essayé d'être originale et innovante. J'espère que j'ai réussi mon pari. Donc, pour nous, on a théorisé que le système pratique, c'est une méta-institution informelle, d'où l'économie néo-institutionnaliste qui nous a permis véritablement d'arriver à un premier niveau de conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le système pratique a un système basé sur la confiance. On y retrouve, en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sous base de confiance, ça fonctionne sous base de paiement différé, et il y a aussi des tontines, et il y a aussi un soutien mutuel. Donc, du coup, ce n'est pas que économique. Des chiffres. Je vous propose des chiffres, c'est une dette en économie, il faut rester cohérent. Ouais. C'est une économie de la confiance où chaque relation compte, c'est-à-dire c'est réseau après réseau. Il s'est entendu jusqu'à la République dominicaine et jusqu'en Amérique du Nord et de plus en plus en Asie et en Europe. Donc ces pratiques sont transmises de mère en fille, d'où la transmission intergénérationnelle qui garantisse un petit peu la pérennité du système. En termes mais ce tissu social, il faut rester cohérent aussi, ce tissu social est mis à bout de preuve par la situation aussi, par le système patriarcat, mais également aussi par tout tout à l'heure je le disais aussi, par toutes les questions de crise aussi. C'est un système qui est mis à bout de preuve par rapport à la fois au système patriarcal, au sexisme, mais également aux structures économiques, sociales du pays aussi, qui fait la part belle aussi aux personnes vulnérables et aux personnes à des revenus modestes. En termes d'impact de la crise, comme vous avez aussi, je vous avais dit, j'ai écrit 2 articles. En fait, il y a 2 articles qui sont déjà publiés. Il y a un article qui a porté sur la crise sécuritaire. En fait, ça provient de constats alarmants, c'est-à-dire les marchés publics sont désorganisés depuis plus de 5 ans. Les femmes sont ciblées par cette violence-là parce que c'est elles qui étaient majoritairement présentes au niveau des marchés publics, et les déplacements de population aussi créent une crise humanitaire quasiment inédite. Et en termes de chiffres, en 2021, 60,5% des Haïtiens et des Haïtiennes déclarent se sentir en insécurité. C'est énorme pour un pays qui vit de ses marchés finalement. Donc, en termes de statistiques, il faut dire aussi que ce ne sont pas que des statistiques. Alors, il faut voir un petit peu le travail sur les Manassara. Ce sont des histoires de vie, ce sont des récits.
et des histoires de famille qu'il y a derrière. Donc, il faut faire un petit peu attention aussi à bien vouloir faire une thèse, c'est très bien, mais respecter un petit peu la voix des personnes qui sont concernées par notre réalité d'enquête, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc, découvrons maintenant ces femmes qui travaillent aussi et qui transforment au quotidien notre réalité économique. Les stratégies d'adaptation. Donc, face à la crise aussi, ces dames, ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. On a d'abord la décentralisation. Ce qu'elles ont fait, elles ont créé, par exemple, le centre commercial de Tabar 36, parce que vous savez que le pilier du commerce transnational a été le marché Hippolyte. Donc, du coup, lorsque le marché Hippolyte a été plus ou moins désactivé, dans le sens qu'il n'y avait plus la possibilité pour ces marchands de se rendre au marché Hippolyte. Donc, du coup, ils ont commencé à décentraliser leur place de marchand et ils ont travaillé à la création, on va dire, de ces centres privés finalement. Donc, ils ont créé le centre commercial de Tabar 36. Il y a aussi la digitalisation. Donc, il y a le e-commerce informel, après le ressort, mais là, on retrouve une population un peu plus jeune, des Manassara un peu plus jeunes, qui à travers les téléphones, à travers les plateformes, peuvent vendre, s'informer et surtout rester en sécurité. Il y a aussi la diversification. Donc, en fait, il y avait des marchés qui étaient plus ou moins spécialisés au marché Hippolyte. C'était vraiment les questions de vêtements. Il y a d'autres marchés, il y avait cette diversification sur le marché des beuves, sur le marché de tabac. Donc, il y a cette spécialisation qui était. Mais celle-ci a été mise à rude épreuve parce que les gens ne pouvaient plus, les Manassara ne pouvaient plus se rendre dans ces lieux, dans ces places de marchands spécialisées. Donc, ils ont essayé de diversifier, c'est-à-dire de changer de produit et aussi de changer de route. De changer de route commerciale à l'intérieur même, on va dire aussi, de ce nouveau écosystème fragilisé. Donc là, c'est vraiment pour minimiser les questions de risque. Par exemple, vous savez que les Cubains sont pleinement intégrés dans le commerce transnational en Haïti. Donc, il y a eu cette digitalisation, cette diversification des produits, même avec les Cubains et les Cubaines qui sont véritablement impliqués dans le commerce transnational. Il y a eu la solidarité aussi, donc elles ont renforcé leur réseau d'entraide, elles sont en train de structurer un peu mieux le marché binational, informel, avec la République dominicaine. Donc elles sont en train de voir dans quelle mesure elles peuvent se soutenir entre elles et avoir une meilleure intégration et une meilleure visibilisation autour du marché binational. Donc, c'est tout ça pour vous dire que grâce à cette tactique, elles réduisent les risques. C'est évident aussi, c'est la première, on va dire, l'objectif, c'est vraiment de réduire les risques. Elles ont réussi à réduire les risques jusqu'à 40% et elles ont gardé un niveau de résilience aussi de près de 50%. Donc, en termes de perte, c'est pas très grave, mais dans les premiers moments aussi, mais ils ont rapidement s'adapté. Maintenant, elles sont vraiment à un bon niveau de résilience. Tout ça pour vous dire aussi que cette organisation est devenue une méta-institution à travers le système pratique. Donc, l'institutionnalisation par le système pratique. Nous, ce qu'on a voulu vraiment vérifier et proposer comme originalité, comme contribution majeure, c'est de voir dans quelle mesure il n'y a pas de binarité stricte entre l'économie conventionnelle et l'économie informelle. On pensait que tout ce qui était informel était très peu institutionnalisé, mais on s'est rendu compte que non. Il y a un processus d'institutionnalisation de l'économie informelle avec les Manassara et le système pratique, c'est-à-dire plus de 75% des échanges reposent sur la confiance au niveau du système des Manassara et des codes non tacites. C'est une vraie règle du jeu, mais de manière invisible. Il faut être vraiment partie prenante du système pour bien comprendre comment s'organise le système pratique. Pour 60% des personnes qui sont non bancalisées aussi, le système pratique demeure la seule option pour avoir pour avoir accès à un fonds de roulement. En termes de transmission aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système pratique n'est pas qu'un dispositif économique, c'est aussi du savoir-faire qui se transmet de génération et de génération. Preuve que ce système s'est dans la durée, mais aussi qu'elle va au-delà de modèles purement économiques. Donc, on continue aussi avec ces principaux mécanismes pour voir comment est-ce que tout ça s'organise très concrètement. D'un point de vue économique,
c'est les paiements différés, je l'avais déjà dit, les paiements différés, le crédit informel. C'est aussi la mutualisation des ressources qui permettent aussi de faire tourner l'économie. Donc, il y a beaucoup de mutualisation. Environ 40% des transactions qui sont présentes au sein du système de Manansara reposent sur ce crédit informel. Donc, au niveau social, c'est la solidarité féminine et la reconnaissance sociale qui est renforcée par un capital humain qui crée un véritable flux de sécurité. Il ne faut pas perdre de vue, tout à l'heure tu dis qu'il y a toujours des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui se sont installés aussi dans la classe même des Manansara. Mais on va dire d'une manière générale, on a cette contradiction, c'est un flux tendu. Donc on a de côté cette forme de solidarité aussi qui permet de créer du capital politique, mais de notre côté aussi, on continue à avoir les dynamiques de domination qui traversent effectivement ce système. En termes transnational, il va avoir une extension vers l'Amérique du Nord, d'abord vers la Caraïbe, vers les Caraïbes, on va garder la dimension plurielle du sous-continent vers la Caraïbe, vers l'Amérique du Nord et de plus en plus en Asie. Donc il y a vraiment plus de 15% en fait, le système Manansara arrive à capter près de 15% du marché international aussi sur cette transaction. Et l'idée, c'était vraiment de garder aussi le concept de mondialisation par le bas pour permettre véritablement de vraiment rendre plus intelligible aussi l'existence aussi du commerce transnational à l'intérieur du système pratique. Donc, comme le disent souvent les Manansara, la solidarité est notre filet de sécurité le plus précis. On continue. Donc là, on a dit aussi d'un côté, vous voyez bien, on a les Manansara, on a le système pratique. Mais qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie? En réalité, qu'est-ce que ça propose de Manansara? Tout bonnement, ça propose de la mobilité sociale, socio-économique de Manansara, c'est-à-dire elles vont tisser des réseaux solides et vont réagir un petit peu, rapidement aussi sur les fluctuations du marché. Ça leur permet aussi d'avoir un gros potentiel d'adaptabilité et de résilience vis-à-vis de ces fluctuations. Et c'est tout bonnement la clé de leur réussite, c'est leur capacité d'adaptation. Donc, elles savent gérer les risques à près de 80-90%. Elles diversifient leurs activités à 100%. Elles ont cette grande capacité et elles accumulent ce capital au niveau de 75%. Il faut rappeler que ces chiffres-là sont des chiffres qui ont été véritablement, qui doivent être circonscrits dans les limites de la recherche. Après, il va falloir installer d'autres niveaux de mesure pour voir est-ce que les statistiques qui ont été trouvées dans la thèse, elles restent de manière cohérente aussi sur la durée et pouvoir travailler à un niveau plus grand. Et l'autre chose aussi que font les Manansara, c'est qu'une bonne partie aussi de ces bénéfices c'est réinvesti dans l'éducation des enfants. Donc, l'éducation des enfants reste au cœur de leur investissement. Elles savent que c'est la meilleure façon aussi de transmettre leur savoir, de transmettre leur succès à travers les enfants aussi. Donc, il y a des enfants, moi, je connais une Manansara, elle fait partie de la 5e génération des Manansara. Donc, son arrière-grand-père était Manansara. Donc, on revient, on a gardé la partie belle, c'est qui les Manansara. Elles ont en moyenne 35 à 45 ans, avec un niveau scolaire, le minimum c'est le primaire. En termes de responsabilité, 60% sont des chefs de ménage avec 3 ou 4 enfants. Donc, c'est vraiment des personnes aussi qui sont à la fois sur la question de structuration de notre économie, mais qui vraiment assurent une bonne partie de la vie de tous les jours. Donc, la quotidienneté de la nation repose un petit peu, on va dire, dans les grandes largeurs sur ces actrices. En termes de localisation, elles sont à Port-au-Prince, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins concentrées à Port-au-Prince. Mais en fait, l'idée, il y a un biais
Il y a un biais sur la thèse, par exemple, j'ai pas eu la possibilité d'avoir une couverture géographique à la hauteur de la thématique étudiée. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat en plein Covid, en plein structuration de la violence armée. Donc, du coup, tout ça, il y a eu un impact très certainement en termes de couverture géographique. Donc, de ce que j'ai comme données, ça fait qu'elles sont majoritairement dans l'espace métropolitain, mais je sais qu'elles sont vraiment sur tout le territoire. Sur tous les territoires. En termes de système pratique, 82% des personnes interrogées aussi participent activement dans le système pratique. 75% utilisent le crédit informel. 70%, à peu près 70% trouvent du soutien. Et 92% disent vraiment c'est une école populaire. Donc, ça leur permet aussi de rester connectés avec des informations importantes aussi pour leur business. Donc, c'est vraiment un espace d'échange, de formation et de formation. Donc, du coup, en termes d'impact sur les rapports de genre, donc c'est un petit peu le titre de le sujet de la thèse, c'est vrai. Le système pratique et les Madansara arrivent à produire de l'autonomisation. 73% des Madansara contrôlent leurs propres revenus. Donc, du coup, c'est en termes de pouvoir et ça leur permet aussi d'avoir un véritable pouvoir familial aussi en termes de dynamisation, en termes de prise de décision aussi des familles. Ça leur permet également aussi de participer à hauteur de 65% dans les décisions familiales, donc c'est pas rien. Donc il y a véritablement une montée en puissance aussi décisionnelle, mais également aussi un renforcement, une reconnaissance de leur statut. Et c'est aussi une reconnaissance aussi parce que de leur résistance et de leur activisme, parce que de plus en plus, je connais des organisations qui travaillent sur la défense des droits des Madansara. Donc il y a véritablement cette dimension parce qu'on sait qu'en termes de violence sur les routes, sur les marchés publics, elles subissent pas mal de violences, que ce soit les violences économiques, des violences physiques, et aussi des violences politiques plus structurelles dans l'invisibilisation qu'on peut faire de leur rapport à l'économie. Donc tout ça, il y a de plus en plus d'organisations de Madansara qui intègrent cette dimension-là dans leur cahier de charge en termes de plaidoyer. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'on peut regarder aussi en termes de bénéfices d'acquis séculaires. Il faut dire que les Madansara existent depuis plus de 2 siècles, sous différentes formes. Maintenant, on est vraiment dans le commerce, dans les Madansara internationales, le commerce transnational, mais elles ont existé, elles ont façonné un petit peu notre évolution historique. Mais, en règle générale, il y a vraiment des listes qui étaient aussi aujourd'hui. Elles sont vraiment sur tous les fronts, elles sont dans tous les routes. Par exemple, depuis 2014-2018, on a le commerce informel entre Haïti et République dominicaine qui s'est considérablement renforcé. Les données de la Banque centrale dominicaine font état de 420 millions de dollars en 2000. Par rapport à la période de ces données-là sont sorties en 2021. Et pour moi, ça parle aussi de la puissance économique que représente cette structure-là, même si on sait qu'elle continue à être victime de violence et que le système patriarcal continue véritablement à leur proposer, à leur faire opposition. Ils ont vraiment besoin d'avoir une meilleure perspective aussi sur la lutte qu'elles doivent mener sur ces questions-là. Mais en tous les cas, les acquis sont là, les données sont là pour vérifier que ça marche. En termes de perspective et de réalisation, pour moi, le système pratique, c'est pas un palliatif, on l'a vu aussi. L'économie informelle non plus a pu créer à travers le système Madansara un écosystème de résilience et d'innovation. Puis très clair, le système pratique demeure une innovation économique et sociale très forte, avec un potentiel politique qui est normand, mais qui peut se révéler également aussi. En fait, ça reste une institution endogène qui régule à la fois le commerce, les échanges aussi, mais qui régule également les formes de solidarité à l'intérieur du système Madansara. Ça produit de l'autonomisation. Pour moi, ce qui serait intéressant pour l'avenir, ce serait vraiment
de continuer à étudier le système pratique, parce que là, il me manque véritablement des données, que ce soit sur l'impact intergénérationnel, que ce soit aussi des comparaisons avec d'autres contextes géographiques, que ce soit également en termes d'effets du numérique, parce que de plus en plus, ils utilisent le e-commerce. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment de la matière à poursuivre mes recherches sur ces questions-là, mais c'est aussi d'aller au-delà de la dimension académique et vraiment que mes recherches, que les données, pas seulement mes recherches, que d'autres personnes qui seraient intéressées à investir du temps et de l'énergie aussi dans l'économie informelle aussi et dans leur processus de structuration et de détitularisation puissent vraiment aider à vraiment aller vers des politiques un peu plus inclusives qui va dans le respect de ce que les Manassara représentent et non pas de les formater coûte que coûte aussi pour les besoins de l'économie informelle. Donc voilà, je vous remercie franchement de votre patience aussi. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Bon, maintenant, je suis prête si vous avez des questions. Je pense qu'on va vers la meilleure partie de l'émission qui va être le débat. Merci, Kessie. Et infiniment merci, Sandra. Et quel plaisir, quel bonheur de vous écouter, nous présenter les résultats de votre thèse. Et une thèse avec un format et qu'on a ça également à l'Université Laval, format et par article. Donc, et j'ai eu quand même l'opportunité de lire 2 articles que Sandra a partagés avec moi. Et merci beaucoup pour cet investissement sur le terrain et pour une thématique quand même qui nous concerne. Et au sens que nous sommes des filles et des garçons et des Madansara. Et parce que ancrés dans l'espace haïtien et depuis tantôt, comme vous l'avez souligné dans votre cadre historique du travail, depuis 200 ans, cela dit, et si on les cherche, on va les trouver. En fait, ma question est peut-être sur les risques de la viabilité de cette pratique et de ces acteurs en lien au néolibéralisme. En quoi le néolibéralisme en tant que tel met en difficulté et ce système pratique d'une part et ces acteurs notamment identifiés dans votre travail et les Madansara. En tant que tel comme actrice, bon, acteur également parce qu'il y a des garçons qui y participent. Merci beaucoup. Exactement, et il convient de le rappeler. Moi, je pense que le néolibéralisme, il faut vraiment le voir en termes de défi, pas de blocage pour le système. Parce que dès 90, on a eu véritablement tout ce qui va être les ajustements structurels, on a eu la montée de l'économie de l'import-export et on a vu que les Madansara se sont ajustés aussi. Donc, ils sont passés véritablement sur les échanges en lien avec les denrées agricoles. Elles ont commencé véritablement sur des produits manufacturés. Et ensuite, elles ont continué vers le commerce transnational, vers d'autres pistes. Moi, je pense qu'elles ont amassé au cours de leur évolution, elles ont développé une architecture résiliente assez solide. Moi, je n'ai pas peur. Le point que je voudrais faire aussi, parce que c'est une thèse aussi, c'est pas un activisme, c'est pas un activisme inconscient. Pour moi, j'ai peur qu'à force de vouloir s'adapter aussi sur les nouveaux produits, les nouvelles routes, les nouveaux marchés aussi, qu'elle devienne un petit peu, on va dire aussi, fermée sur toutes les questions écologiques. Moi, j'ai plus peur que le fait de faire de la mondialisation par le bas, c'est-à-dire de rendre possible des services, des biens, des produits à des groupes de population qui ne sont pas concernés par le marché de la consommation tel que développé dans le contexte du néolibéralisme, que nous nous retrouvons véritablement avec des produits qui seraient nuisibles pour l'environnement. Par exemple, il y a un exemple très simple, c'est les produits de fibrite, ce qu'on appelle les pépins. Donc, les pépins aussi, c'est quelque chose, moi je pense que la dimension plus écologique, environnementale, c'est des choses qu'on devrait regarder avec le système aussi, parce que comme elles sont vraiment dans cette dynamique d'adaptation aussi, de renforcer leur résilience, d'avoir cette méta-institutionnalisation,
l'idée, c'est aussi de regarder à quel point que ce système peut rester cohérent sur tout ce qui va être l'écologie, la consommation aussi respectueuse de l'environnement haïtien, et peut-être de voir dans quelle mesure elle peut rester sur la production artisanale, la production locale, mais sachant que les Madansara, c'est pour l'architecture commerciale post-travail de production, c'est-à-dire que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'artisanat ou d'autres produits. Pour moi, l'idée, c'est d'intégrer les Madansara, non pas de les garder comme les héroïnes de l'histoire qu'on pourrait bien les garder. Pour moi, c'est de les intégrer dans notre système de valeurs, dans la chaîne de valeur aussi, que ce soit dans la valorisation agricole, dans la valorisation de la production agricole, de l'artisanat, d'une production économique plus endogène, plus respectueuse de notre savoir, de nos savoirs locaux, mais aussi de notre héritage en termes patrimonial, en termes de culture et aussi d'histoire de société. Je pense que ce serait bien de le regarder dans cette perspective-là et non de le mettre en face du système pour savoir est-ce que le système va finalement les absorber. Je ne pense pas. Elles ont la capacité de résister. Super, merci beaucoup. Il y a quelqu'un, j'ai d'autres questions, je vous reviens. Il y a Pierre Hermion qui souhaite poser une question. Posez-la, Pierre. Il y a également Stéphanie Michel après. Allez-y, prenez place. Bonjour, bonjour. Bonjour Hermione, un plaisir de te retrouver. En fait, c'est Hermione. Allez-y, Hermione. Oui, allez-y. Allô? Hermione? Si elle a un problème, on passe à quelqu'un d'autre. Ah, mais allez-y. Avec plaisir. Bonjour Hermione. Merci. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que le système pratique tient comme les recompositions récentes de l'espace marchand? Qu'est-ce qui fait que cela tient toujours le système pratique? D'accord. Moi, je pense que ça tient tout simplement au fait que c'est extrêmement bien enraciné dans notre culture, que ce soit en termes de solidarité, dans lequel il faut aller peut-être plus loin dans tout ce qui est en fait notre racine, les institutions, on va dire, primitives, nos institutions plus endogènes, que ce soit le LACO, que ce soit le COVID, que ce soit les squads. En fait, le système pratique a pris naissance dans les valeurs des mondes ruraux haïtiens. Donc, du coup, c'est un système qui est très bien encadré dans notre capacité aussi à être des Haïtiens, dans la solidarité, dans l'entraide, dans le soutien mutuel. Et je pense que c'est un petit peu sa force. Même si, entre-temps, elle est en train de devenir une institution, mais ça reste une institution endogène, une institution de l'économie populaire. Et pour moi, les valeurs qui sont à la base de ces systèmes-là n'ont pas changé. Il est juste en train de s'adapter. Est-ce que moi, je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce que la révolution numérique est en train de faire, vu qu'on peut avoir des Madansara qui sont éparpillés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ça. Mais je pense que la force de ce processus réside dans le fait, c'est extrêmement bien ancré dans la culture ici. Yeah, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Elle vous remercie. Merci, Hermione. Merci beaucoup, Hermione. D'accord. Et l'autre question que j'ai pour vous, et Sandra, professeur Sandra, c'est les risques. Désolé, je pose encore une question de risque. Mais je veux quand même éviter de romantiser, et pourquoi pas de déromantiser la question de Madansara et de pratique. C'est-à-dire que, au sens que j'ai l'impression que le contexte haïtien, dans sa situation que nous connaissons, défavorable pour cette catégorie-là, pendant 200 ans, et fait qu'on a autant de gens qui s'exposent, j'oserais que vous allez me rappeler, et j'oserais dire que c'est la débrouillardise, une forme de débrouillardise quand même, qui amène et autant de gens, de génération en génération, et comme vous l'avez souligné, bien entendu, à se mettre dans cette pratique, utile bien entendu, mais en même temps assez romantisée, et comme les tap-tap, et qui sur la grande rue qu'on n'en voit plus d'ailleurs. Et ouais, c'est ça.
Non, on est d'accord. Non, on est d'accord. Non, c'est vrai, on est d'accord parce que je me souviens pour la petite anecdote, c'est qu'au moment où j'ai commencé la thèse, il y a mes directeurs qui n'arrêtaient pas de me dire, écoutez, il faut mettre en veilleuse l'activisme, la militante et de réveiller la chercheuse. Parce qu'il est temps maintenant. Donc c'est vrai, on est sur la même longueur d'onde. Il faut pas la dimension folklorique, il faut avoir une posture vraiment scientifique sur le phénomène, mais ça reste pour moi quelque chose d'intéressant à étudier dans le sens que moi je suis pas dans cette logique de me poser la question est-ce qu'elles vont résister, est-ce qu'elles vont disparaître. Moi, je suis plutôt dans le constat, qu'est-ce qu'elles arrivent à faire, comment on peut valoriser le savoir qu'ils véhiculent, parce que pour moi, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-être. En plus, pour moi, c'est une prise de carrière, être Madame Sarah. Et là, c'est vrai, vous pouvez avoir des Madame Sarah qui sont en tout début de carrière ou bien qui n'arrivent pas. Pour moi, c'est pas un storytelling pour tout le monde. Il y en a véritablement se retrouvent avec des enjeux de débrouillardise. Il y en a qui n'ont pas réussi aussi à accumuler des revenus. Mais moi, ce que je suis en train de valoriser aussi en termes d'institutionnalisation, c'est la création de cet espace-là. C'est-à-dire, il existe bel et bien et il fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des cas de personnes qui n'ont pas un sou, qui n'ont pas la capacité d'être bancarisés, qui ne sont pas solvables, que ce soit pour la microfinance, que ce soit pour l'écosystème financier formel, et qu'ils arrivent aussi à commencer une activité génératrice de revenus sous la base que d'autres femmes ont créé un écosystème qui est le système pratique et qui permet à d'autres femmes d'intégrer le système pratique sous la base de la parole donnée. C'est une économie de la parole donnée. Ouais, interconnaissance. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut valoriser. Après, je suis d'accord qu'il y a des enjeux à la fois exogènes et endogènes et exogènes. Il y a des facteurs intérieurs et des facteurs extérieurs qui va faire que le système de Madame Sarah, que moi je suis en train de regarder peut-être dans 10 ans, on va avoir de nouvelles dynamiques, de nouvelles configurations. J'espère que la nature va continuer à me prêter vie et que je serai là pour regarder les Heureusement. Heureusement. Parce que moi, je ne vais pas lâcher, je reste sur les Madame Sarah. Moi, je le dis tout de suite. J'ai dit, écoutez, les femmes Madame Sarah de mon pays m'ont fait cadeau d'une thèse de doctorat. En fait, j'ai reçu ce cadeau. Ah oui, merci. C'est utile, et bien utile, hein, bien utile. Et merci, Lilia, votre intervention suscite beaucoup de questions, hein. Ça fait plaisir. Et il y a, j'avais remarqué Rose Margaret, et c'est professeur Woodner de Yira. Je pense qu'il y avait Stéphanie aussi. Oui, il y a Stéphanie aussi, donc je vais prendre plus ou moins en série, et comme ça. Donc, Rose Margaret, si vous êtes encore là, et si vous le souhaitez, vous prenez la parole ensuite. Excusez-moi, il y avait Stéphanie Michel d'abord, et moi tout de suite après. Merci beaucoup, allez-y, Stéphanie Michel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue. Je suis Stéphanie Michel, je suis présidente d'une section féministe au SHN, au Vision Foundation for Liberty. Je fais un doctorat en sociologie à l'Université d'Ottawa et mon sujet de thèse porte sur la question de l'expérience des travailleurs domestiques haïtiens en Haïti et en République dominicaine. Je remercie Dr. Sandra pour la présentation. Et j'ai deux questions par rapport à son exposé. La première, c'est que vous avez dit qu'il y a en fait des hommes Madame Sarah. Et j'aimerais savoir comment ces hommes se définissent eux-mêmes. Si vous avez fait des entretiens avec eux, comment ils se définissent par rapport à son genre, vous savez. Et l'autre question, c'est que on n'est pas sans savoir que présentement, la relation entre Haïti et la Dominicanie se détériore de jour en jour, et notamment avec la question de la construction du canal, et il y a eu en fait la fermeture de la frontière et en fait plus de visas aux Haïtiens. Donc, j'aimerais savoir comment en fait ces situations ont en fait affecté les activités de Madame Sarah et comment elles se sont débrouillées par rapport à ces situations. Merci. D'accord. Merci beaucoup.
Est-ce que je réponds? Oui, allez-y. D'accord, merci Stéphanie. Merci aussi d'être présent à l'émission. Oui, la première question aussi, c'est de savoir comment les hommes de Manassara se positionnent dans le système. Moi, je pense qu'il n'y a pas que des hommes Manassara. Le système Manassara, il s'est installé. Il y a une chaîne de valeur du système Manassara finalement. Bon, ce que je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a des hommes Manassara, ils sont plus présents dans le commerce du charbon de bois. Il y a aussi qui sont présents dans d'autres filières, mais ils sont extrêmement spécialisés, ces hommes-là. En fait, qui sont présents véritablement, on va dire, comme Manassara. Par contre, dans la chaîne de valeur du système Manassara, vous allez retrouver beaucoup d'hommes, par exemple les chauffeurs de camions, vous avez aussi les transporteurs, il y a les personnes qui les accompagnent, il y a les taxis-motos qui vont faire de la livraison. Donc, en fait, le système permet véritablement, mais j'ai écrit un article là-dessus qui n'est pas encore paru, qui n'a pas encore été publié, c'est que moi, je vois que le système en tant que tel, ça produit, on va dire aussi, des différents paliers de travail informel qui va aussi de la sécurité, qui va aussi du transport, de la logistique, mais aussi ça va également dans d'autres corps de métier, par exemple les taxis-motos sur le e-commerce informel, donc les taxis-motos qui sont majoritairement réalisés par des jeunes hommes, ils sont intégrés de plein fouet dans la chaîne de valeur du système. Moi, je pense que les hommes, et moi j'ai discuté avec les hommes dans cet article-là, pas directement de la thèse, parce que j'avais des données que j'ai valorisé dans un autre article de la thèse. Et là, j'ai parlé avec des hommes, mais ils sont confortables ils sont confortables dans le sens que c'est une architecture économique qui propose des revenus. C'est-à-dire c'est un système générateur de revenus. Et c'est des revenus aussi sur la base du même système pratique. Je vous donne un exemple aussi. Moi, je deviens de plus en plus une binationale, c'est-à-dire je vis sur les deux côtés de l'île. Et là, vous avez des personnes, des chauffeurs de camions qui vont déposer des Manassara sur la frontière au moment des journées de marché, en fait, au moment de l'activation des marchés, c'est-à-dire du fonctionnement des marchés binationaux. Mais les jours de marché, il n'y a aucune transaction financière sur ces journées-là. C'est-à-dire tout le travail, il est fait de manière, le paiement va être différé. Et il y a des personnes aussi qui peuvent soit affréter un camion, louer un camion. Il fonctionne que sur les journées du marché national avec les Manassara. C'est dire dans quel sens que les hommes sont impliqués à tous les niveaux de la chaîne, un peu moins sur la commercialisation en tant que telle parce qu'ils restent très spécialisés, mais sur toute la chaîne de la logistique, du transport, la sécurité aussi, vous allez trouver des hommes et qui font partie du système. Donc c'est dire qu'on est vraiment dans une configuration de chaîne de valeur. Et ça me permet, Stéphanie, de rebondir sur sur la seconde question, à savoir comment est-ce que les Manassara aussi s'organisent. Maintenant, on est vraiment dans une dynamique d'anti-haïtianisme d'État en République dominicaine. Et la question, c'est comment les Manassara arrivent à s'organiser. Il faut dire qu'en République dominicaine, en fait, il y a 3 pays sur l'île d'Hispaniola. Il y a Haïti, il y a la République dominicaine et il y a la frontière haïtiano-dominicaine. C'est un pays à part. C'est un pays à part entière. Donc, à l'intérieur de ce pays-là, donc, il y a tout un code, tout un mode de fonctionnement, il y a des configurations. Et on a vu qu'officiellement, la frontière n'est pas ouverte, la République dominicaine n'a pas repris sa relation diplomatique avec Haïti. Il n'y a pas de personnel diplomatique sur les territoires haïtiens. Mais la frontière fonctionne. Les marchés binationaux continuent à fonctionner. Donc, du coup, les Manassara se sont installés avec leurs compatriotes dominicains sur des enjeux populaires et les deux gouvernements, ils n'arriveront pas, même s'ils le voulaient, à véritablement frapper cette dimension-là des échanges. Pour moi, c'est très dynamique. Les Manassara ont continué à avoir des échanges et elles sont même en train de structurer leur présence sur la ligne frontalière. Donc, c'est dire qu'il y a un 3e pays sur l'île. Merci. Super. J'avais cité Roudner qui
pour une autre qui n'était plus là, mais bon, après, il pourra prendre la parole. Et nous avons Kathleen, bien entendu, et puis Pascal Elie, qui a une question en ligne et elle peut bien la poser si c'est possible. D'accord. Et vous avez oublié la professeure? Laquelle professeure? C'était Margaret. Mais je pense que peut-être on ne voit pas ma main. Alors. Donc laisse-moi voir. Après Stéphanie. Stéphanie, oui, ok, allez-y. Oui, Stéphanie, allez-y. Ah mais non, Stéphanie a pris la parole, moi j'étais tout de suite après. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Mais en fait, je posais juste la question, sinon on peut faire passer ma période avant. Non, pas de souci. Non, allez-y, toutes les questions sont la bienvenue. Merci, bonjour, professeur Zanji. Toujours un plaisir de t'écouter sur ce sujet. Et merci aussi d'avoir rendu visible ces pratiques informelles, parce que c'est un travail très important que j'estime qu'il est nécessaire des pays, entre guillemets, appelés du Sud global, de montrer justement qu'il n'y a pas qu'une seule forme de pensée qui existe. Donc par conséquent, pas une seule forme de manière de produire des savoirs, et ces savoirs qui génèrent des pratiques dans différents contextes, niveaux social, etc. Donc, comme vous savez, j'ai aussi travaillé sur les pratiques, les processus d'apprentissage en contexte informel, mais beaucoup plus dans le numérique. Et aussi, j'ai été amenée après et ma thèse, surtout dans les cadres de projets de financement de recherche reçus, à devoir modéliser ces pratiques pour rendre beaucoup plus concret cette compréhension. Et moi, ce qui me dérange dans le processus de la recherche, c'est le plus qu'on arrive à modéliser, c'est le plus aussi qu'on perd de l'essence de tout ce que vous dites là, justement, ces valeurs de transmission orale. Donc, c'est-à-dire que le fait de traduire, justement, d'instrumentaliser ça de manière écrite, etc., même au niveau numérique, donc on perd de plus en plus. Mais moi, je me dis que ce genre de recherches sont importants parce que ça montre exactement, ça permet de voir ou bien de créer même une rupture de pensée par rapport au système linéaire de transfert de connaissances ou d'innovation qui existe. Donc on montre qu'il y a des modèles parallèles qui existent et qui fonctionnent depuis plusieurs années. Mais ma question que je vous pose, j'ai une deuxième question, je vais aussi la poser parce qu'elles sont en lien. La question que je vous pose, est-ce que dans le cadre de votre recherche, dans vos entretiens avec ces personnes-là, ces acteurs de ce système politique, est-ce que ces gens ont aussi exprimé le besoin, est-ce que vous avez vu de leur côté le besoin d'un cadre institutionnel, le besoin d'être formalisé? Ou est-ce que selon vous, ils sentent que leur système est assez solide pour la continuité? Et vous avez à plusieurs reprises fait mention de la question du e-commerce. Là, c'est une question plutôt technique. Est-ce qu'il y a des plateformes précises qui sont utilisées ou est-ce que ce e-commerce se pratique aussi dans l'informel, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Voilà, ce sont ces deux questions. Merci. D'accord, merci Valérie. En fait, oui, je pense que pour moi, il y a un équilibre à trouver entre l'éthique de la recherche, c'est-à-dire jusqu'à quel point on va rendre intelligible intellectuellement une pratique sociale et à quel moment aussi on tombe dans l'excès de la cognition, même si c'est pour les besoins de la valorisation scientifique. Moi, je pense qu'il faut faire attention à tout ce que je pourrais appeler du colonialisme cognitif. Il faut faire très attention. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a habité, dans le sens que pour moi, pour ma recherche, j'ai eu comme perspective de devenir, on va dire, j'ai eu des femmes avec lesquelles j'ai travaillé, mais qui sont restées des amies au jour d'aujourd'hui. Je suis entre guillemets
Je suis entre guillemets coordonnatrice représentante de la République dominicaine de Ramsar. Donc, c'est dire que pour moi, il y a un retour sur investissement sur ces questions-là, au-delà du fait qu'on peut vraiment utiliser une pratique sociale avec des acteurs sociaux pour valoriser de la recherche. Pour moi, il y a un retour sur investissement et pour moi, j'essaie tant bien que mal de rester disponible, de vraiment de rendre service aussi, surtout à la structure qui m'a aidé à faire toute la recherche. Donc, du coup, je suis là maintenant, je suis disponible pour dire que je suis peut-être un membre à part entière avec le statut à moins prix, peut-être, de Ramsar. Donc, je profite pour les saluer. Et l'autre question aussi, pour moi, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Et là, j'ai parlé avec eux. Je continue à parler un peu avec tout le monde. Et pour moi, ce qu'il faudrait, c'est de la reconnaissance. Avant tout, c'est de la reconnaissance du système. C'est, comme je vous dis aussi, il ne faut pas être, que ce soit dans le misérabilisme, que ce soit dans une forme de glorification du système Manasara. L'idée, c'est qu'elles voudraient être reconnues à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'elles apportent, qu'elles ont un poids dans l'économie du pays. Donc, du coup, il faudrait développer des services. Et l'autre chose aussi, est-ce pourquoi moi, ma thèse, elle s'est circonscrite aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, on va dire, l'apport que j'ai fait, la petite contribution, tu vois, que j'ai mis dans la balance de la littérature scientifique, c'est vraiment de voir de quelle mesure il y a cette dimension institutionnalisante de l'économie informelle à travers les Manasara et leur système, leur propre économie, leur propre modèle économique qui reste le système pratique. Pour moi, il serait mieux de valoriser ce système-là, de voir dans quelle mesure on peut le rendre plus intelligible, de voir comment on peut l'utiliser comme pivot pour créer toute une architecture de services, que ce soit les services financiers, que ce soit les services administratifs, que ce soit des services un petit peu d'ordre réglementaire, comment on peut créer tout un écosystème autour d'un système pratique que juste le vendre et de le simplement formaliser. Il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui se retrouvent dans le système de Manasara, ce ne sont pas des personnes qui se retrouvent par défaut, c'est des personnes qui ont fait des choix. Et au jour d'aujourd'hui, s'ils ont fait des choix, ils ont réussi à pallier à tous les manques en termes de visibilisation, en termes de reconnaissance, en créant leur propre système. Pour moi, ça doit couler de source. On doit continuer à respecter leur capacité à produire leur propre système. Et si vous voulez travailler avec la Manasara, vous allez le faire à l'intérieur du système pratique. Pour moi, c'est plus simple. L'autre point aussi, en termes de e-commerce, c'est aussi cette même structuration aussi. Moi, de plus en plus, j'ai un mentor dans El Colegio de Mexico, Dr. Alba, et il me dit souvent, non, c'est pas de l'économie. Vous savez que de la tradition latino-américaine, c'est l'économie populaire. Donc pour moi, je prends acte. Je m'inscris de plus en plus dans cette dynamique d'économie populaire. Et moi, je vois tout ce qui va être e-commerce, c'est vraiment, ça relève de l'économie populaire. C'est vrai que il y a une plateforme, je suis en contact avec une plateforme qui a développé des services un petit peu plus formels pour les Manasara. Mais ce que je suis en train de décrire dans la thèse de doctorat ou de rendre intelligible dans la thèse de doctorat, c'est vraiment du e-commerce urbain et Manasara. Merci Sandra. Il y a tellement de questions, de mains levées. C'est bien. Il y a beaucoup d'intérêt à cette intervention, ça fait du bien. Et Kathleen ou professeur Audner ou Margaret. Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandra pour ce travail formidable. Parce que là, c'est très intéressant. Moi aussi, je travaille comme tout Claire l'a dit dans cette perspective-là, parce que je travaille sur les injustices systémiques et les inégalités sociales et des perspectives alternatives, les savoirs locaux, des formes de solidarité d'entraide. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Donc, encore, je trouve que ce travail, après le travail sur l'économie de l'investissement, donc ça, je pense que c'est vraiment un travail qui apporte un nouveau souffle et à cette visibilité. Donc, généralement, au port de Manasara, mais non seulement on ne l'a pas vu comme une forme d'économie pratique, donc on n'a pas rendu assez intelligible ce travail combien important. Donc, il nourrit non seulement s'il y a un point, comme vous l'avez dit, près de 80%
du système économique, mais aussi c'est de ce système-là que dépend la majorité de la population. Mais toutefois, j'ai aussi quelques remarques par rapport à la présentation. Bien évidemment, je n'ai pas encore lu l'exercice en profondeur. Je lisais un seul de ces articles-là que j'ai trouvé intéressant. C'est que j'ai compris que vous avez montré et le système des Madansara repose sur un système informel. En réalité, c'est un système informel. Et là, la première question que j'ai, c'est jusqu'où va l'informalité, puisque vous avez parlé de certaines structurations. Est-ce qu'à certains moments, quand on parle de structuration, on n'est plus dans l'informel, ou bien est-ce que c'est de l'informel structuré? Donc là, ça c'est un premier aspect. Donc, deuxième aspect, est-ce que aussi vous avez analysé ce système pratique, l'économie informelle en particulier, comme une alternative par rapport à l'exclusion, en particulier des femmes et des groupes marginalisés, des groupes défavorisés de l'économie formelle. Parce que on sait que l'économie formelle, en général, exclut la majorité des personnes, en particulier les femmes, les paysans, paysannes, qui constituent le moteur de l'économie. Donc, et autre ouverture aussi que j'aimerais faire, c'est que par rapport à la question de Madame Sarah Homme, je trouve intéressant parce que moi, je me suis trouvée dans cette même démarche-là parce que je travaille, et en particulier une partie de mon travail concerne les sages-femmes. Mais aussi, il y a des hommes sages-femmes. Et puis, à chaque fois, on demande est-ce qu'on doit dire sage-homme ou pas. En fait, le métier s'appelle sage-femme. Donc là, dans une certaine mesure, moi, je vois aussi une forme d'institutionnalisation parce qu'au départ, quand on parlait de certains métiers, on voyait que des hommes. On voyait que des hommes et puis on pense pas. Alors que là, quand on parle de sage-femme, on parle de Madame Sarah, on voit que des femmes, alors qu'à l'intérieur du système, il y a des hommes. D'accord, merci Christiane. En fait, oui, pour la première question, je pense que pour moi, et j'ai essayé de le montrer aussi, et pour moi, l'approche binaire, c'est-à-dire économie informelle, économie conventionnelle aussi, pour moi, il est un petit peu réductrice, dans le sens que ça ne permet pas de voir toutes les configurations et surtout toutes les passerelles qui existent entre les deux économies. Donc, le conventionnel n'est pas totalement formel et l'informel n'est pas totalement de l'ordre de l'informel. Donc, pour moi, le populaire n'est pas totalement informel. Il y a cette connexion, ce dialogue qui s'est installé entre les deux systèmes et pour moi, c'est dans cette, on va dire, dans cette dynamique que s'est inscrit la thèse de doctorat. C'est de montrer aussi, parce que moi, comme peut-être toute haïtienne ou haïtienne, j'ai fréquenté, j'ai eu des Madansara dans ma famille, donc je connais très bien le système depuis tout petit et surtout la pratique, hein, parce que moi je suis un pur produit du système pratique haïtien. Donc du coup je connais très bien le système-là et c'est pourquoi lorsque j'ai voulu faire une thèse de doctorat, j'ai rigolé tout le long de la thèse aussi, parce que je savais de quoi j'étais en train de parler, donc je pourrais témoigner. Oui. Donc pour moi, il y a ça aussi. Donc il n'y a pas de frontière, poreuse entre les deux structures. Par exemple, si vous voyez le commerce international, il est formalisé. C'est-à-dire si vous voulez rentrer du marchandise via l'administration générale des douanes, il va falloir sortir la patente, ça devient formel. Là où ça devient informel, c'est une fois qu'on a récupéré le conteneur à la douane, ça devient formel. C'est maintenant réintégré dans le système Madansara parce qu'on se met à plusieurs, d'où la mutualisation des ressources, on se met à plusieurs pour acheter un conteneur de marchandises et une fois que ce conteneur-là vient, donc on commence avec le système, c'est-à-dire la distribution avec paiement en différé. Et c'est là qu'il faut comprendre le système. Donc, ce n'est pas de l'informel sans structuration. Pour moi, c'est de l'informel structuré. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'avais répondu à la question de Valérie. L'idée pour moi, si vous voulez les formaliser, c'est de partir un petit peu de ce processus d'institutionnalisation, de formalisation que représente le système pratique. Parce que lorsque vous avez des paiements, que vous faites des paiements en ligne, parce que surtout avec la Chine, elles ne peuvent pas multiplier les visites en Chine, donc elles vont véritablement sur
un voyage aussi, c'est une visite en Chine en début d'année, c'est-à-dire les 3 premiers mois de l'année, et le reste du temps, elle passe la commande avec des commissionnaires chinois qui ont appris le français pour pouvoir mieux desservir la communauté des Madame Sarah. C'est-à-dire que voilà, elles sont intégrées dans cette dynamique. Et pour moi, c'est pas là qu'il faut chercher la dimension formelle et informelle. Il faut le chercher un peu plus bas, c'est-à-dire dans leur capacité d'aller vers des marchés, d'aller vers des pans de la population qui ne sont pas sur les registres internationaux en termes de services, en termes de besoins, en termes de biens. Donc c'est là qu'il faut aller chercher l'ingéniosité de Madame Sarah. Parce que et pour moi, elles ont déjà répondu à la question la plupart du temps. Elles étaient exclues du système conventionnel. Elles ont créé leur propre système. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pourquoi j'ai préféré investir ma thèse, non pas à regarder cette configuration en termes de personnes exclues, mais c'est vraiment d'aller dans cette dynamisation de valorisation aussi du savoir-faire qui a été développé une fois qu'elles ont compris qu'elles étaient exclues du système conventionnel. Et en dernier lieu, pour ce qui est des Madame Sarah, c'est vrai, il faut rappeler, Madame Sarah, c'est vrai, on voit que c'est très genré, mais à chaque fois, je prends le temps pour rappeler que le Madame Sarah, le nom, c'est vraiment un lien à l'oiseau migrateur qui apporte de la nourriture dans son bec pour ses enfants restés au nid. C'est vraiment un symbolisme très fort pour les Madame Sarah. Est-ce pourquoi les hommes sont là? Et vous voyez les personnes qui sont très bien installées dans les Madame Sarah, vous pouvez leur poser la question, elles savent très bien, c'est pas Madame Sarah par rapport à leur genre, c'est Madame Sarah par rapport à ce qu'elle représente aussi en termes de commerce ambulant, en termes de commerce itinérant. Merci infiniment à Kathleen et à vous pour la question intelligente et réponse intelligente. Il y a Valérie qui pose une question, mais je vais donner la parole après au professeur Harry. Et oui, et puis moi j'ai une question. Hein. Et oui, et je joue mon rôle de discutant quand même. Et il faut aussi rompre. Elle nous dit, je prends depuis, c'est ça. Il y a Pascal Elie nous dit, du point de vue de fournisseurs et de technologie et qui travaille, bon, elle a déjà posé cette question, je crois. Il faut aussi rompre, c'est de Valérie, avec l'injustice épistémique. Et concept très cher à notre Kathleen Charles. Et il faut aussi rompre avec l'injustice épistémique qui veut que l'on considère tout ce qui relève qui ne relève pas des systèmes de valeurs du monde occidental comme informels. Il y a quelqu'un qui parle, et j'enchaîne rapidement, en tout cas ce n'est pas là, qui parle de contre-culture. Et à voir, c'est-à-dire contre-occidental ou non hégémonique. Au sens que je crois que la question de la réaction plutôt de Valérie s'inscrit dans cette perspective et ça gêne un peu tout ce qui n'est pas nécessairement occidentalisé, etc. On considère ça comme informel, raison pour laquelle du lieu de l'UNESCO, on préfère dire non formel. Mais toujours ces jeux de mots, et pour adoucir un peu, mais en fait c'est toujours le préjugé sur la question, notamment bien précis ici, identifié comme injustice épistémique. Et encore, ça tient. Donc, comment vous comprenez, nécessairement lisant les deux articles, mettre en discussion ce concept du lieu, notamment que je sais que vous avez parlé un certain temps, la question décoloniale vous intéresse, et voulant discuter pour de bon ce concept avec ce point de vue colonial et dans une perspective décoloniale qui vous intéresse, comment remettre en discussion et la question informelle, c'est du lieu populaire, entre guillemets, même si je ne suis pas d'accord avec vos professeurs, on en discutera après. D'accord. Oui, moi je pense que sur moi je suis intéressant. C'est pour moi, il y a un dialogue à ouvrir, mais pour moi, l'idée, c'est pas d'opposer concept contre concept. Je pense que le débat perd en substance. C'est peut-être d'opposer tout ce qui va être schématisation conceptuelle à un véritable savoir endogène. Donc nous, dans le sud global, on a aussi cette richesse
en termes de savoir, en termes de pratique, on peut développer une connaissance, une érudition aussi décoloniale sur ces choses-là. Je pense qu'on serait vraiment gagnant, on pourrait sortir gagnant de mettre sous tension à la fois cette chaîne conceptuelle aussi, de vraiment cataloguer tout ce qui va être en dehors des clous, comme de l'informel ou du non formel aussi, je suis d'accord avec vous, on peut jouer sur les mots, mais moi, l'idée, ce que je vois dans la perspective décoloniale, c'est vraiment de mettre en avant la richesse des pratiques, des savoirs de nos communautés rurales, urbaines. Pour moi, c'est ça l'innovation. La prochaine innovation scientifique, elle doit s'inscrire dans cette démarche. Et pour moi, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, on a besoin véritablement de rester alignés sur cette éthique décoloniale, de donner la voix et de nous faire un peu plus petits qu'on l'est maintenant, pour pouvoir donner toute la puissance au savoir qu'on est en train de développer avec nos communautés. Super, merci beaucoup. Et professeur Agui? Oui, merci Kessler. Merci Sandra. Alors, m'excusez parce que maintenant là, oui, à 11h là, je vais courir pour m'entrer, comme ça fait que je ne peux pas arriver à une présentation, simplement entrer dans le débat. Alors, excusez-moi toutes ces questions pour le poser, peut-être je dois déjà répondre dans l'exposé. Et je crois qu'il y a 2-3 questions posées là qui ont un rapport avec les questions que tu as posées. Et tu as envie d'entrer dans la logique que tu as dit qu'au lieu de parler alors, en Amérique latine, on parlait beaucoup plus de populaire. En réalité, moi-même, il y a toute question courante, communication populaire, depuis avec communication populaire avec Jesus Martin Barbero, on a parlé de éducation populaire avec Paulo Freire, nous venons parler de économie populaire dans la logique économie sociale et solidaire. Alors c'est peut-être cela pour aller. Question c'est en termes épistémologiques justement. Je pense que c'est logique de parler de formel et informel là, c'est un choix pour ne pas bailler acteurs place. Dit que Madame Sarah, c'est des acteurs sociaux qui ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait en cours l'économie dominante, tu as préféré dire comme ça, que pour autant, ils n'ont pas constitué, ils n'ont pas capable de développer un type d'économie. Et là, on a entré dans la logique Jean Casimir qui parlait de culture populaire, culture dominante, la culture dominée. Alors, dans toute logique, ça, la question que je m'a posée, est-ce que nous ne sommes pas capables vraiment de voir ça comme l'autre économie, une économie alternative? Et à partir de ça, qui a une propre logique, qui a une propre loi, qui a une propre scientificité que nous sommes capables de dégager comme savoir endogène. Et d'une certaine façon, il déjà prouvé que le bien pile résultat, que les témoignages amélioré la vie et que les économies pays à tout. Alors, cette question, c'est dans ce sens-là. Est-ce que nous ne sommes pas capables de développer le comme ça? Et pourquoi c'est pour le travail dans le niveau ça qui fait sur Madame Sarah, pour moi-même, je connais un travail. Tu travailles sur l'économie informelle. Nathalie Lamotte, sur l'économie informelle, sous l'économie informelle. Même quoi, c'est le premier travail de niveau, ça, sous Madame Sarah, qui pour moi-même sont l'autre forme d'économie. Alors, on reste avec question. Ça, pour moi-même, il déjà ça, même quand même poser question. Est-ce que c'est pas une autre forme d'économie qui m'a dit qu'on a chercher justement logique, qu'on a chercher articulation avec d'autres aspects de culture populaire haïtienne, qui peut-être a supposé voir pour pays à développer tout. Alors, vous posez des questions comme ça. Par contre, s'il paraît comme question, mais s'il paraît plus comme commentaire, de toute façon, c'est préoccupation. Ça. Merci. D'accord, merci beaucoup, Harry. Donc, merci pour la question. En fait, merci pour toutes vos questions. En fait, l'émission, ça fait moi de me compte, mais tellement qu'il paraît beaucoup qu'on est. Donc, du coup, je vais mettre un petit toujours. Donc, nous dans les petits. Nous voyons les petits toujours. Donc, pour moi-même, oui, ça a des alliés. Je ne vais pas courir sur l'économie alternative parce que on est dans un contexte académique, de recherche, tout ça nous dit qu'on pouvait. Donc pour moi-même, je ne dis oui, on a des éléments, en fait par hypothèse, on va le dire comme ça, par hypothèse. Par hypothèse, nous avons des éléments forts qui peuvent peut-être nous dire que nous en présence dans l'autre forme d'économie, c'est une alternative. Mais moi, pas t'avler tout
Harry poser le tout comme une alternative à l'économie dominante. Parce qu'au final, ça veut dire que Madame Sarah n'a pas existé si l'économie n'était pas de saleté, si pas d'exclusion, pas assez de données, pas de preuves scientifiques pour me dire est-ce que si l'économie était plus inclusive, si c'était plus ouverture pour mesdames, est-ce que Madame Sarah n'a pas de connaissance, je ne pas assumer des informations pour me répondre comme ça. Et pour ça, je me fais attention pour ne pas opposer ça à Madame Sarah fait. Pour me dire que c'est en réponse et en résonance avec le système d'exclusion qui est installé de l'autre côté. Moi, j'ai peur et puis moi, pas fait. Par contre, moi, d'accord avec vous, pendant le débat, merci encore, Gisela, pour l'invitation. Moi, je me rends compte que j'ai des perspectives, mais écoute, j'en ai pour le reste de ma vie. Finalement, moi, je prends rendez-vous avec eux pour le reste de ma vie. Parce que j'ai des bagages importants pour nous regarder et surtout pour nous faire des liens intéressants, que ce soit avec toute forme de structuration de la pensée, tout genre pour nous rendre intelligibles en situation. Et comme l'a dit Kessler, que je suis en train de vraiment travailler sur tout ce qui va être patrimonialisation décoloniale et de regarder, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller étudier l'économie diasporique. Et pour nous, qu'est-ce que ça donne aussi, parce que Madame Sarah fait partie de l'économie diasporique. Donc, c'est continuer avec ça pour regarder au plus près de ce que ça va donner. Pour moi-même, ça peut être une alternative, mais ce n'est pas une alternative, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, contre un système valorisant. Moi, je pense que l'alternative, ça, les plus installé sur qui s'annoyer de vrai, d'authentique. Et je vois là, le système Madame Sarah, il relevé de notre structuration en termes d'identité, que ce soit à travers la cour, que ce soit avec les escouades, les tontines, les sabotailles, les marchés, tu vois. Et quand on va voir, regarder, il y a d'autres choses qui sont greffées sur le système Madame Sarah, par exemple, pour la restauration des rues. La restauration des rues s'installe progressivement sur le système pratique. Donc, il y a beaucoup d'autres configurations socio-professionnelles qui vont s'installer sur le système pratique. On a les Madame Sarah qui vont être dans d'autres pays, qui vont être, comme je l'ai dit, dans l'économie diasporique, qui vont s'installer sur le système pratique. Donc, pour moi, c'est vraiment une alternative. C'est surtout un espace de valorisation aussi de notre savoir-faire en tant qu'haïtien. Et Super. surtout, ça va regarder aussi tout ce qui va être du subalternisme, du décolonialisme. On est d'accord, mais avant tout, pour moi, c'est de l'haïtianisme. Merci, docteur Jean-Gilles. Et sur la question de pratique, je crois que d'un lieu, on va regarder, on fait un clin d'œil à un lieu formel, c'est-à-dire la Digicel en Haïti, où ils ont un produit, parmi les produits qu'ils disposent, et il y a, on peut demander un crédit, moins un petit 4, je ne sais pas, du moins, c'est-à-dire c'est un système de pratique ça. Mais oui, justement, donc ils ont copié ça, ils ont plein d'autres produits, de sous-produits comme ça. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est ce système-là, bien entendu, assez c'est-à-dire, on peut dire, on fait de l'authentique, etc. C'est intéressant. Mais à bien regarder la structuration de la société ou des sociétés, et cela, c'est pas un élément matriciel, non dépendant, et c'est-à-dire cette économie-là, qu'on l'appelle formelle, non formelle, populaire et haut solidaire, etc., non hégémonique, c'est une économie qui est quand même rattachée à une économie. Et laquelle économie, si on sort de toute forme de romantisme, de folklorisation de la question, si on l'inscrit dans les théories de la dépendance, on voit que ça m'amène à vous poser une question. Vous avez parlé dans l'un des articles, je n'ai pas sous mes yeux là, parce que je suis sur l'écran en train de vous regarder, et dans l'article, vous avez parlé de la mondialisation par le bas. Et en même temps, ça me rapporte dans l'intervention, la présente intervention, vous avez parlé de nouvelles technologies, etc., les marchands, les Madame Sarah, etc., sont en train d'utiliser tout ça, c'est super. Mais en même temps, il est annoncé, vous êtes au courant, autant que moi, et que ça s'annonce, et pour de bon, ça nous menace la fin de la monnaie, dans le sens que nous connaissons monnaie. Quel est l'avenir de cette pratique?
et le Madassara en tant qu'agent économique et la pratique en tant que pratique, c'est-à-dire interconnaissance. Et quand la fin de cette monnaie, de toute façon, comme c'est une économie dépendante quand même, l'économie dans laquelle est insérée les Madassara, quand même, c'est une économie, nous l'aimons bien. Ce sont nos mamans et notre papa, etc., qui pratiquent ça. On est bien content, entre guillemets, ça fait de l'haïtianisme. C'est très beau de le dire comme ça. Ok. Maintenant, en même temps, on bien regarde, on observe, c'est-à-dire, elles sont partout. Et à Curaçao, à Miami, je les vois, en Chine, elles sont rattachées à une sorte d'économie hégémonique quand même. Et qui annonce quelque chose qui est la fin de la monnaie. Et alors qu'on parle, et bien entendu, bien défendu dans votre travail, et sur la mondialisation par le bas. Comment peut-on sortir de ce romantisme pour justement produire l'avenir d'une économie dans une perspective décoloniale et que pour de bon, c'est une économie qui chercherait son autonomie et que courageusement, c'est peut-être, les gens vont souffrir, mais c'est une économie qui doit sortir de toute perspective de dépendance, tenant compte que, à bien observer, en tout cas, pour moi, c'est une économie assez dépendante. Donc, la perspective de libération des décoloniales, c'est pas encore évident. D'accord. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous, dans le sens qu'avec le seul petit bémol, c'est que les Madassara, elles n'ont pas pour vocation de faire la révolution décoloniale. Donc, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas leur mandat. Donc, je pense que les mandats, elles peuvent être des acteurs parce qu'elles ont déjà beaucoup à faire, y compris à rendre des biens et des services disponibles et à prendre soin des enfants, des membres de leur famille. Donc, elles n'ont pas pour vocation de faire la révolution. Donc, des fois, il faut peut-être seulement ça, de temporaliser un petit peu ce qu'on veut faire avec ce système-là. Donc, je suis d'accord dans le sens qu'elles vont devoir être encore plus ingénieuses, elles vont devoir faire preuve d'un peu plus d'innovation aussi, parce que le système de l'autre côté, le fait qu'elles soient encastrées, c'est-à-dire leurs pratiques soient encastrées dans une économie dominée par tout ce qui va être le système capitaliste, on va l'appeler aussi, mais on le dit à visage humain, le néolibéralisme, tout ce que vous voulez, leurs pratiques sont encastrées par l'économie dominante. On est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que le système pratique, c'est un système aussi qui a cette proportion de devenir un système non monétaire en fait. Parce que lorsque vous allez être sur des paiements différés, lorsque vous allez mettre des échanges de marchandises, il y a une bonne partie du système pratique qui véritablement fait appel aussi à toute l'entraide non monétaire. Donc pour moi, il y a du potentiel dans le système aussi de rester cohérent par rapport aux évolutions, on va dire, plus d'ordre un petit peu plus massif sur les questions de dépendance aussi. Et moi, je pense que l'idée, les Madassara ne sont pas tributaires du papier-monnaie. Là, je pense que vous voulez parler du papier-monnaie. Elles ne sont pas tributaires. C'est-à-dire moyen de contrôle de ce qu'on peut acheter, de ce qu'on ne peut pas acheter. Et toujours le e-commerce aussi, parce que le e-commerce se fait avec Natcash, avec le montage, avec d'autres types de paiements, elles sont déjà sur le paiement digitalisé. Elles sont déjà intégrées parce que tout le commerce avec la Chine, comme je vous dis, la Chine, c'est une visite par an. Et avec un tout petit noyau de Madassara, tout le reste se passe sur la base de commandes, avec le réseau des commissionnaires, sur la base de commandes et de paiements différés, de paiements digitalisés. On y est, Tesla. On y est en plein. Donc on y est. Pour moi, je ne me ferai pas... pour moi, le curseur devait être mis aussi sur l'impact, en fait. Sur l'impact de cette interdépendance. Voilà, c'est l'impact de l'interdépendance et de cette montée en termes de performativité. Ce n'est pas uniquement autour de la monnaie, mais c'est aussi la montée de la performativité économique à travers les institutions. Par exemple, lorsque vous voyez bien les institutions de microfinance, ils ont un peu calqué sur le système pratique, que ce soit pour le chose et sol, que ce soit pour d'autres produits qui sont présentés, mais ils l'ont mis dans un projet performatif, ce qui fait que ça perd en substance lorsqu'il y avait de l'autre côté aussi dans le système pratique. Une fois que c'était dans le système pratique, c'était très intégré aussi dans la dynamique locale sur mesure, c'est-à-dire modulé par les Madassara. Une fois que c'est intégré dans le système formel, ça devient performatif. Super. Et moi, je serais plus confortable à aller regarder aussi cette hyperformativité
performativité, qu'est-ce qui va avoir comme impact sur le système Manassara. Et l'autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que de plus en plus, il va falloir faire des mesures économétriques. Donc, je suis d'accord, il faut avoir un juste milieu éthique en ce qui d'être mesuré et modélisé, et ce qui doit rester dans l'ordre aussi de la puissance communautaire et endogène. Donc, il faut travailler avec ça. Mais pour moi, l'idée aussi, c'est de sortir avec des mesures économiques pour prouver que le système pratique fonctionne en termes de mobilité socio-économique des Manassara. Super, très fonctionnaliste. Et oui, et il y a professeur Blo. Nous nous approchons vers la fin. Et merci de rester si longtemps parce que on a débordé, mais bon, c'est bon, ça vaut la peine. Et professeur Blo. Allez-y, professeur Blo. Merci beaucoup pour le travail qu'on fait parce que je crois que c'est important quand même pour que question académique là, que nous commençons à faire bouchon dans ce domaine. Comme nous qui est assez important parce que bon, moi comme éthologue m'intéresse à la question aspect endogène ou aspect capable de question populaire dans ce sens ça bon la question que m'a posée c'est que et bon c'est pas de ça là c'est sûr que nous parlons de questions économiques et ça a fonctionné face à l'économie formelle elles ont un code qui encastré elles ont dans l'économie ça et nous tous nous connaissons que son économie qui rapace, elles ont un monopoliste, et puis après ça, côté Monzaro, c'est criminel. Et puis nous avons l'État qui est au service de Monzaro. Alors, ce qui veut dire que, question moi, est-ce que, par exemple, si on a parlé de questions rapport transnational, adaptation transnationale, que ce soit commerce à travers avec République dominicaine ou bien l'autre côté, est-ce que ça va arriver que parfois que Mouma dans Sarayo monte sous ligne rouge? Parce que, par exemple, dans ce sens que, est-ce que le parcours privé, par exemple, a commandé une série de produits qui va rentrer dans le sentiment en criminel, alors que nous sommes dans la question de l'économie noire. Alors, c'est dans ce sens que nous devons connaître comment, est-ce que notre travail, recherche, quoi, que nous va tomber sous des phénomènes, ça. D'accord. En fait, oui. Merci, professeur Bloch. Ça fait longtemps. Oui, professeur Bloch, oui, effectivement. Là, c'est peut-être pas terme doctorat parce qu'après, il y avait un compromis à établir avec mes directeurs de thèse. Mais c'est vrai que même en Haïti, professeur Bloch, même en Haïti, il y a des filières, Manassara pas rentrer là-dedans. Donc, Manassara passe sous chaîne de valeur certaines filières que nous connaissons, que peut-être nous n'avons pas besoin de citer sur l'émission là, parce que nous n'avons pas discuté pour le café par exemple, sinon quand on a pensé à l'exemple, Manassara n'est pas présent. Donc, du coup, et même pour filière du RIA, Manassara n'est pas trop présent pour la filière du RIA. Donc, c'est dire que maintenant, même sous territoire là, qu'il y a des contraintes à la fois de l'économie de l'import-export, mais c'est vraiment dans déstructuration économie rurale, l'économie agricole là. C'est-à-dire que là, l'idée c'était vraiment d'envoyer de jeter le bébé avec l'eau du bain. Léo démantibiler économie rurale avec économie agricole, dans cette période, c'était pour envoyer tout acteur ça rejeter. Et c'est là que Manassara continue à dire, écoute, il a prêté, quitte à ce qu'il fait preuve de résistance et d'adaptation, et qu'il aurait été sous des autres profils, sous des autres filières, et que des filières ça, ils ont respecté aussi, parce que c'est des filières que, je dis à tout, c'est chasse gardée. Donc, il y a un petit genre difficile. Pour la République dominicaine, c'est un petit peu la même chose aussi. Il y a des filières sur lesquelles les Manassara ne sont pas présentes dans la chaîne de valeur. Et si on a voulu fourrer quoi là-dedans, ils n'ont pas le créer par la contrebande. Parce qu'il y a des outils, ça tout, qui ont sorti de temps en temps. Puis on dit que c'est de la contrebande. Si on t'a jeune, on Manassara fourrer d'être là-dedans. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi avec la mondialisation par le bas, que je reviens avec la mondialisation par le bas, c'est que Manassara lui-même, l'on fait même pas de la police parce qu'il n'en fait net là. Donc, du coup, ça le fait. Donc, il y a des filières qui connaissent qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources, et en plus de ça, pas d'intérêt pour prendre des prises de risque calculées, parce que Manassara aussi, c'est aussi des prises de risque calculées, et que l'établit sous d'autres filières, et ensuite, il crée de l'autre route. Avant, il y avait une route binationale avec la République dominicaine, à partir de 2010, il y a eu l'Antique-Panama, Curazao, il y avait Tanyo, et en 2010, c'est vraiment la route, la nouvelle route transnationale, c'est avec l'Asie du Sud-Est. Donc, du coup, pour moi-même, c'est leur capacité aussi à organiser un maillage extraterritorial. Et d'être resté connecté. Est-ce pourquoi moi-même, je me suis intéressé d'aller garder aussi avec d'autres acteurs, par exemple, les Lanabins de Togo.
qui de plus en plus connue. En fait, l'idée avec Kessler, donc je te donne, les Nana Beans, d'abord je suis en train de discuter aussi avec des collègues qui travaillent aussi, mais Nana Beans ont commencé à disparaître. Wow. Et nous, Nana Beans, qui s'altéraient, c'était des nanas, des femmes, et puis sous base économie populaire, sous base pratique populaire dans l'économie, c'était le premier monde qui a commencé à Mercedes. Et là, il y a des interventions, il y a des visites officielles, c'est que le gouvernement a prêté machine dans les Nana Beans, d'où leur nom de Nana Beans. Ou imaginez actrices ça a commencé à disparaître. Donc c'est vrai qu'il y a un danger. Mais pour actuellement, en l'état actuel de la recherche, comme mon collègue qui fait là, arrêté là, pour parler des investissements qui fait de manière substantielle sur la littérature, sur la production de connaissances aussi sur le système Manasara, à l'heure actuelle, on parle de tout, est-ce que Menassa lit pendier sur tête Manasara? Mais je sais qu'il y a dans d'autres contextes, il y a des actrices clés de l'économie dans l'évolution du pays et puis acter ça au sauter dans l'architecture du développement économique pays. Donc c'est dire qu'effectivement, Manasara et aussi tout le système de questions de violence, les viols, les vols, vraiment, parce qu'en plus de ça, toute désactivation, système marché public qui saute en Haïti là, actuellement là, tout marché public qui a sauté, donc pour moi-même, il n'y a pas d'accord, c'est hasard, on est d'accord. Donc, bon bagage qu'a organisé autour de Manasara et la thèse de doctorat. Et c'est pourquoi j'ai fait un article sur la crise sécuritaire. C'est parce que vous prouvez que Manasara, il là toujours. Pour combien de temps? L'avenir le dira. Voilà. Et même si, en fait, comme j'ai lu l'article, le deuxième article, celui-là, c'est 2023. Oui, 2023. Oui. Et en fait, de manière contextuelle, en termes de temps, peut-on dater les difficultés, ou les déplacements, les mutations des places marchandes à partir du contexte de sécurité présentement, disons, en cours, alors que moi, jeune garçon, et je me rappelle que ça fait N+1 en mathématiques, que par exemple le marché Curaçao et le marché Tête-Bœuf, on le brûlait assez souvent. Et le cas de Port-au-Prince, ça fait combien de temps, j'ai quand même des relevés, et combien de fois que le marché en bas prend du feu. Donc, et contextualiser et cette question à la conjoncture relativement entre 5 ans et qui est en cours, c'est quand même à discuter, on en discutera après. Et... Non, il n'y a pas de souci avec ça, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, en fait, l'idée, c'est qu'à partir de 2018-2019, c'est pas uniquement, en fait, il faut regarder aussi les incentives de marché, c'est une arme politique contre les Manasara. Mais là, on est en train d'éliminer les places marchandes. Ils ont éliminé, ils n'ont pas boulé. C'est pas boulé, ils ont éliminé. Donc, du coup, d'où l'intérêt que les Manasara allaient vers la construction du centre commercial de tabac. Manasara, c'est la première fois. Après, également en difficulté, assez souvent en difficulté aussi. Exactement. C'est-à-dire, pour moi, il y a ce déplacement-là, c'est-à-dire il y a différentes évolutions. Et avant, c'est vrai, les incentives de marché, ça date de plus de 20 ans, en fait, comme arme politique sur les Manasara. Mais la désarticulation des places marchandes, côté que nous pas qu'à utiliser encore, mais il faut le placer aussi depuis 2017-2018. C'est là parce que une accélération quand même. Oui, en fait, moi-même 2017-2018, moi qu'on a fait journée dans le marché Hippolyte. 2018. Moi qu'on allait descendre en bas, moi fait journée et puis Madame Sarah, bon moi ou libre monter avec moi et puis après je continue chez moi. Donc au jour d'aujourd'hui en 2025, est-ce que moi pas descendre en bas? Pas évident. Et merci pour la dernière question, j'imagine, c'est que j'ai vu la main de quelqu'un tout à l'heure, mais sinon je ne peux que remercier et professeur Jean-Gilles pour cette brillante et magnifique, généreuse intervention. Et puis vraiment, on a des participations fleuves. Et bon, je comprends, c'est un sujet passionnant. Surtout que, comme a souligné le professeur Harry dans l'historiographie disponible,
Et il y a des petits trucs qui sont écrits, bien entendu, sur Madame Sarah, ici et là, que j'ai assez souvent, je crois même l'avoir mentionné dans ma thèse, et parce que j'ai travaillé sur Port-au-Prince, donc c'est un lieu quand même de rencontre de Madame Sarah. Mais j'avais pas vraiment trouvé grand-chose de consistant, mais quand même je l'ai mentionné comme lieu de rencontre, etc. Dans le centre-ville. Mais si vous n'avez pas un dernier mot, parce que le dernier mot, c'est pas pour maintenant. et dans le cadre de cette conférence, et si vous avez quelque chose à nous dire en plus, mais en tout cas moi-même, je suis déjà satisfait. Et donc vous nous le dites, et puis ensuite on passe à le spot de l'émission en remerciant, bien entendu, avant tout le monde, tous les participants, participantes. Merci beaucoup, Dr. Jean-Jacques. D'accord, donc moi, comme vous dites aussi, on est bien lancé. Donc merci encore de m'avoir donné la possibilité après la thèse, comme je dis, je suis une jeune docteur. Donc merci de m'avoir donné la possibilité de revoir un petit peu, de revisiter les résultats de ma recherche, d'avoir aussi réuni un panel aussi intéressant. Merci de m'avoir proposé des pistes. Vous savez pas ce que vous avez... En fait, vous m'avez apporté quelque chose d'intéressant. J'ai des pistes de recherche. Là, ça bouillonne déjà. Oui. Donc du coup, merci beaucoup. Merci Dexler pour l'invitation. Merci aussi à l'audience qui a pris une partie de leur samedi aussi pour venir écouter. J'espère que j'ai été à la hauteur. Et on se donne rendez-vous. Et je continue à avancer sur les Madame Sarah. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous. Et aux participants de notre Allo Afrique, et portant sur des idées qui circulent dans le monde. Et notamment, Dr. Jean-Jules, professeur de son état, nous accompagne pour faire un tour autour de ces idées d'ici chez nous et comment, au niveau transnational, et la question de Madame Sarah, la question de pratique, comment il y a vraiment de l'interdépendance, comme elle a bien mentionné. Il n'y a pas un lieu binaire ou formel ou non ou informel, mais plutôt interconnexion dans une économie globale. Bien sûr, il y a quand même, c'est mal scellé, cap foulé. Fouyezo nan patrimoine cultivé, na jwen kote n'soti, kote n'gale, na kon ki moun nou ye, tout bien nous posséder.